Paul Arène, Noël rétrospectif. J'ai fait mon Noël, je l'avoue, un Noël qui aurait pu s'appeler Christmas. On avait, Dieu me damne, mangé le pudding en famille. Sur toutes les tables luisaient, flambant neufs, des volumes petits et grands d'un bariolage correctement britannique. À l'angle de toutes les cheminées, égratignant les mailles des potiches, se hérissaient des bouquets de houx. À toutes les portes, à tous les lustres pendaient des branchettes de gui au dur feuillage parasite, piquées de fruits transparents et blancs, pareils à des perles de glace, et chaque fois qu'un couple passait sous le gui, le cavalier avait le droit d'embrasser sa danseuse. Encore une coutume d'outre-Manche, à ce que m'a expliqué un savant. La coutume est certes galante, je ne saurais y contredire. Cependant, un arrière-fond de patriotisme proteste en moi contre cette invasion des mœurs étrangères. Et puisque les fortunés du jour veulent essayer, non sans raison, d'introduire un peu de pittoresque dans la vie, il ferait mieux d'en revenir tout simplement à notre vieille France provinciale, qui elle aussi a ses vieux et touchants usages dont la tradition vacillante déjà risque de s'éteindre si l'on y prend garde. Je ruminais ces choses l'autre après-midi dans la cohue des groupes, les mêmes souvent, qui sortaient recueillis du porche sombre et bas d'une église, où se pressaient turbulents et joyeux aux devantures des restaurants éblouissants de gaz, croulantes sous l'entassement des victuailles, et la mélancolie de leur aidant, je revoyais d'autres Noëls, loin de Paris, là-bas, au village. Au village, bien à l'avance, Noël s'annonce par toutes sortes de signes, de pronostics que chacun comprend, sans avoir besoin d'être astrologue. Le porc, déjà gras sous son toit, vit entouré de soins gastronomiquement affectueux. Tel aux îles de la société, un parent dont on attendrait le succulent héritage. Dès les premières gelées, sur la route sonore et blanche, ont commencé à défiler, venant on ne sait d'où, d'innombrables troupeaux de dindes. Chaque ménage achète la sienne, qu'on nourrira dans un coin de la basse-cour, et qui, gavé de son et de noir, avec ses colères stupides en roues bruyamment étalées, le bizarre ornement qui se trimballe autour de son bec, apparaît aux yeux des enfants comme un grand ciseau fantastique. À la Sainte-Barbe, 21 jours avant la Noël, dans 3 assiettes choisies parmi les plus belles du dressoir, on a étalé quelques grains de blé, lesquels, arrosés soigneusement et tenus au chaud dans le coin de la cheminée, ne tardent pas à germer sans terre ni soleil, ce qui nous semblait un miracle. Ces 3 assiettes, minuscules champs de blé vert, symbolisant le printemps et les espérances de l'année nouvelle, sont destinées à figurer, avec les 3 lumières dont la flamme, selon le côté où elle s'incline, désigne celui qui doit mourir, sur la table du grand repas, entre le nougat familial et le pain de calsande, qu'une main prudente va découper, la part des pauvres réservée en autant de morceaux qu'il y a de convives. Cependant, peu à peu, le blé monte, et d'abord blanc et pâle, peu à peu se colore de vert. Les jours passent, le moment approche, il s'agit de préparer la fête. Un matin, le valet s'en est allé au bois. Il a rapporté mystérieusement la maîtresse bûche, depuis longtemps choisie, et qui, posée sur des landiers par l'aïeul et le plus jeune enfant de la maison, arrosée de vin pur en souvenir de libations antiques, prendra feu soudain et s'enveloppera, ainsi que d'une vibrante broderie d'or, des 1000 étincelles de toutes ces mousses enflammées, pendant que les assistants chanteront « Allègre, allègre, Noël nous rende allègre ». Maintenant Noël peut venir, il n'y a plus guère qu'à s'occuper de la crèche. Pour les enfants, la crèche, c'est la grande affaire.
Dans les villes, rien de plus facile, les crèches s'y trouvent, ou peu s'en faut, toutes confectionnées. Si bien qu'à ce moment, Marseille, le long de son cours aux belles onces, comme Paris le long de ses boulevards, étale une double rangée de baraques où, au lieu de jouets et d'objets d'étrennes, on vendra des feuillages, des mousses vertes, des montagnes en cartonnage, du papier d'or pour les étoiles, du papier gros bleu pour le ciel, et de petites figurines moulées reluisantes de vernis de leur couleur neuve. Dans les villages, c'est autre chose. Chaque famille possède bien au fond d'une armoire sa collection de santons, représentation naïve des personnages de ces vieux Noëls, renouvelés en peu tous les 2 ans, et dont certains remontent parfois à un siècle. Mais pour le reste, il faut s'ingénier. On s'en va donc à la montagne. Vous voyez, d'ici quelle joie, cherchant des plantes, des lichens, des cailloux bossus et moussus, des écorces curieusement contournées, tous les éléments et les reliefs d'un paysage compliqué, assez pareil au fond que Léonard de Vinci, à l'imitation des primitifs, a mis derrière sa Joconde, et qui, avec des ponts, des torrents, des pics déchiquetés, du haut desquels Don César pourrait dans le lointain contempler ton azur ô Méditerranée, car c'est au Don César de Ruy Blas, et non, comme je me l'étais imaginé, sous l'influence d'un abcès de stupeur académico-cérébral, au scapin des fourberies qui appellent cet admirable vers, non, d'éveil profonde, des cavernes de brigands, des chapelles d'ermites, des fermes, des châteaux, des villages, et le tout savamment saupoudré d'une couche de farine pour imiter la neige, à la prétention de figurer je ne sais quelle chimérique Palestine. À travers tout cela circulent et grimpent, en retour de foire, poussant des mulets, des moutons, des chèvres, une population de villageois et de bergers. Et c'est, dans un sentiment d'ingénu réalisme, tout le drame rêvé du voyage à Bethléem. Depuis le paysan incrédule et grognon que ses voleurs réveillent pour lui apprendre la grande nouvelle, jusqu'à l'arrivée devant les tables et les humbles présents offerts à l'enfant Dieu, qui demi-nu grelotte entre le bœuf et l'âne. Ici d'ailleurs, comme dans la pastorale, qui n'est qu'une crèche animée et mise en action, la nativité tient un peu de place et ne sert guère que de prétexte. L'important, c'est l'odyssée tragique, comique, relevée d'allusions et de gauloiseries d'une bande de paysans voyageant en pays inconnu, au milieu d'aventures telles que Labiche aurait pu s'en inspirer pour son Monsieur Perrichon et Jules Verne pour son Tour du monde en 80 jours. Car en Provence, on joue toujours la pastorale, dernier spécimen des mystères. Mais hélas, une pastorale sacrilègement décapitée. Jadis, Listachier en était le protagoniste. Pistachier, un polichinelle propre, parent de Caragouze. Et il fallait entendre Pistachier monter sur son âne, égayé de l'Anzy improvisé dans ce Marseillais du quartier Saint-Jean, qui mieux que le latin brave l'honnêteté, les situations les plus dramatiques. Et hélas, vers la fin de l'Empire, un prélat ennemi du pittoresque obtint la suppression de Pistachier. Le bourricot suit encore la caravane, gambadant et pétaradant, et poussant un braiement sonore, braiement d'orgueil et d'allégresse, quand il voit un âne à un confrère près du berceau où dort Jésus. Mais Pistachier n'a pas reparu, même depuis la République, et la France a perdu en lui un masque traditionnel que pouvait nous envier l'Italie. Le Pistachier et la pastorale nous ont fait oublier la crèche, qui se trouve incomplète encore, car les rois n'arriveront que dans 12 jours.
Mais n'est-ce pas qu'elle est touchante, cette religion populaire, où le prêtre n'apparaît point? Au fond, ce que le peuple voit dans l'enfant nu, souffrant de la faim et du froid, c'est lui-même. Le laissera-t-on abandonné? Les pauvres, les bergers, sont venus les premiers. Ils ont fait tout ce qu'ils ont pu, mais leur bonne volonté ne saurait suffire. C'est au tour des mages maintenant, des riches, des puissants, des philosophes. Ils sont en marche derrière l'étoile, Melchior avec Balthazar et le bon nègre au manteau rouge. Apporteront-ils dans leur ciboire d'or de quoi guérir l'humaine misère? Voilà des 1000 ans que le monde espère, et le vrai Noël ne vient pas. Et toujours le bœuf souffle, et toujours l'âne souffle, épuisant inutilement, sans rien réchauffer, le brouillard de leur tiède haleine. Et toujours le mortel vent d'hiver fait rage dans les tables sans porte, où la neige tombe par les trous du toit.